Donc, allez-y, c'est parti. Il faudrait insérer une flèche rouge, tu sais, la tenir comme ça. Un truc en carton. Pour la miniature sur YouTube. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. C'est catastrophique. Quelle honte. J'ai honte de faire ça, je me sens sale. On va pas l'utiliser. Galaxy Pop. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek Trek Analyse, bordel de merde, de Trek Analyse, analysant la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut Thierry, comment ça va? Ça va, j'ai rigolé Ça déjà. m'énerve. Te moque pas de moi. Tu vas bien? Ouais, très bien, très bien. Je suis en train de mourir de chaud, ce qui est étonnant cette saison, mais sinon ça va. Oui, nous enregistrons le 31 juillet 2023. Salut Sean, comment vas-tu? Salut, c'est une joie de revenir sur Trek Analyse pour les nuls. Mais ça m'agace, hein, c'est d'une une nullité, je comprends pas. Ce soir, on se retrouve, ce jour, nous nous retrouvons parce que vous nous écoutez probablement à table. La semaine dernière, nous on se retrouvons- retrouve parce que Ouais. Moi j'écoute Pour les podcasts à parler 1h du matin. de l'épisode Chosen Realm, les ennemis de la vérité en français, paru le 14 janvier 2004. C'est donc le premier épisode après la fameuse trêve hivernale dont je parlais lors de l'enregistrement précédent. C'est le premier épisode de Star Trek Enterprise de l'année 2024. Réalisé par Roxanne 2024. Dawson. Et 2004, pardon. J'ai dit 2024 Ouais, désolé, ça va pas le faire ce soir. Donc réalisé par Roxanne Dawson, que l'on connaît, on l'a déjà dit, pour son rôle de Bellana Torres dans Voyager. Il me semble qu'elle a eu le droit de beaucoup de bravo Roxane dans ce podcast déjà. Ouais, alors là, spoil alert, je vais pas trop le dire. Pas de la faute à Roxane. Scénarisé, c'est pas la faute à Roxane, c'est peut-être plutôt la faute du scénariste qui est Manny Coto. Scénarisé directement par le showrunner de la saison 3. C'est cool. Voilà. Point positif, de repérer sur les forums de la communauté francophone de Star Trek ou de Ultime Frontière. Point positif, je ne considère pas cet épisode comme un top, mais par sa façon d'aborder le problème, il a ses mérites. Ouais, c'est le commentaire le plus positif que j'ai pu trouver. Bien qu'une autre personne ait dit un très bel épisode, tout y sonne juste. Et commentaire négatif, une caricature débilitante post-11 septembre et l'épisode le plus ennuyeux qu'il m'ait été donné de voir. Rien que ça. Sur les forums à nouveau, Chosen Realm se tient la note sur Ultime Frontière de 5,89 en moyenne sur 10 et de 4,86 sur 10 sur la CFST, ce qui est sa plus basse note sur ce forum-là, pour une moyenne de 5,38, donc un épisode vraiment très mal aimé. Thierry, t'en as pensé quoi? Bah je vais aller à contre-courant parce que moi je l'ai bien aimé. Ok. C'est tout? Oui, ouais, bah non, mais c'est... Voilà, bon. Alors par contre c'est vrai que j'avais pas du tout fait le lien avec... enfin, je le voyais comme un truc sur les dérives sectaires et le fanatisme religieux. Et j'ai pas du tout fait le lien avec le terrorisme islamique. Ou autant je le fais très bien avec les Xindi, et là ça m'est pas du tout venu à l'idée, alors que Ok. effectivement maintenant que je l'entends ça va peut-être un peu changer ma vision de l'épisode. Bah, surtout Mais- que c'est quand même le terme que l'on utilise le plus depuis le début de ces reviews sur cette saison 3. Mm. C'est le sujet. Ouais, mais comme pour moi c'était les Xindi, bah du coup j'ai pas cherché là-dessus quoi. Ok. Mais ok. Et toi, Toti? Sean?
Je ne l'aimais pas avant. Je l'aime moins maintenant. Beaucoup de Ok. problèmes avec cet épisode. Moi non plus, pas ouf. Pas... Alors, il se trouve que pour des raisons d'agenda, je l'ai vu 4 fois. À chaque fois, ça allait mieux quand même. Mais c'est jamais allé jusqu'à dire que je l'apprécie. Mais voilà, j'ai dû m'y reprendre souvent pour le regarder. 2 fois, les 2 premières fois, je me suis endormi devant. Finalement, on n'a pas enregistré. Du coup, ça tombait bien. La 3e fois, je me suis encore endormi devant. Et la 4e fois, c'est bon, je l'ai regardé en entier. Bref, donc c'est pas ouf, mais bon, ça va. Mais avant cela, vous le savez, c'est le rite habituel. J'ai noté, hop, la réponse à la question, elle est cachée par mon doigt. La réponse à la question suivante, comment est-ce que ça se prononce ce titre en version originale? Donc Thierry, on t'écoute. Ouais, Chosen Realm. Ok. Et Sean? Mais là, tu me donnes des points ou Chosen Realm? Ok. Eh bien, on aura la réponse à la fin de l'épisode. Je ne sais pas comment établir cela. C'est parti? Ou quelque chose à dire avant? Allons-y. C'est parti. Ouh, scène numéro 1. Cool. L'épisode s'ouvre sur une de ces fameuses sphères inconnues peuplant The Expanse. Une navette de l'Enterprise vole en rase-motte au-dessus. Et à l'intérieur, on retrouve Mayweather et Tucker qui la scannent. Tucker dit, comme les 2 autres, elle est totalement identique jusque dans les plus petits détails. Mayweather suppute qu'elle viendrait d'une chaîne de montage. Dans la tête, j'ai We got Death Star en tête. Hein. Vous captez cette... Non, pas du tout. Non, C'était une des plus vieilles vidéos internet. Il y a Vador en dessin animé qui danse et qui dit We got Death Star. Satisfaits de leur travail, les 2 reprennent la route vers l'Enterprise. Oh, la navette est prise dans une fluctuation de techno blabla. Les lumières se coupent. Elle se rallume sur Tucker qui dit « En fait, on dirait qu'on s'y fait maintenant. » Ils viennent de traverser la bulle qui entoure les sphères. Alors que la navette ressort de cette bulle, 3 non-humains l'observent à l'écran. Ils sont très humanoïdes, juste une légère modification frontale, des petits tatouages faciaux de couleur rouge, et sont tous vêtus de beige et de blanc, un peu façon Jedi. Promis, j'arrête les références à Star Wars après. Ils observent l'Enterprise à l'écran. Celui qui semble être le chef demande à connaître l'armement et semble porter beaucoup d'espoir dans le fait que le vaisseau ou l'équipage aurait ce dont ils ont besoin. Générique. Accroche. Bof. Voilà, rien de... Je viens de calter un truc. T'as dit les avis des forums, mais t'as donné les notes ou pas? Oui, c'est la plus basse note de la D'accord. CFST donnée à la saison 3 de Enterprise. Ok, pardon. J'ai dû. C'était dans les 5. Je vais te redire ça. La moyenne est de 5,38 je crois. 4,86 hein, sur la communauté francophone de Star Trek. Ah ouais. C'est assez chaud. En comparaison, pour indication, la moyenne la plus basse qu'avait donnée Ultime Frontier, c'était sur l'épisode Extinction. Ils avaient eu 4. Sur IMDb, la note est dans les plus basses de la saison, mais c'est quand même un 6.7. Donc du coup, je crois qu'il y a un épisode qui est à 6.6. Puis l'autre, genre, c'est le deuxième plus bas. Fait que c'est quand même haut. C'est quand même, ouais, c'est Ça pas si mal. reflète peut-être... Que les Français sont des râleurs, c'est ça que tu vas dire? Non, mais on va dire des mentalités puis des cultures et des compréhensions de sujets différents entre comme un public plus américain puis un public plus français. Tout à fait. De toute façon, ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre, mais Star Trek Enterprise est quand même la série la plus dirigée vers le peuple américain de toutes les séries Star Trek, je pense. Et je parle pas que de la saison 3, je parle vraiment de la série dans son ensemble. Peut-être que Discovery pourrait le battre là-dessus. Je sais pas.
Je sais pas, c'est un peu tôt. On en parlera dans 10 ans. Quand on fera C'est bon. Trek Analyse saison 4 de Discovery. Je sais Retour sur Discovery. pas. Ouais. Réhabilitons Discovery. Scène numéro 2, avant de commencer à dire des saloperies. Dans l'Ops, Archer observe les données récoltées au cours des scans des sphères avec T'Pol. Elle indique qu'elle va être bientôt capable de savoir exactement le nombre de sphères dans l'étendue. Mais ni elle ni Archer ne savent leur but. L'intercom sonne, c'est Reed qui indique qu'un vaisseau inconnu les appelle au secours. Scène numéro 3. Sur la passerelle, Reed indique que le vaisseau en détresse est coincé entre des anomalies et semble en très mauvais état. On a un visuel. On voit rien, me dis-je, juste une masse informe. T'Pol dit qu'il y a 23 survivants à bord et Archer décide de les appeler. Le vaisseau explique ne plus avoir de moteur et un système de survie en panne. Après avoir vérifié l'armement du vaisseau et les anomalies l'entourant, Archer décide de le rejoindre. Si fait, Archer demande à Reed une sécurité maximum et aborde le vaisseau. Alors juste, j'ai dit on voit rien, juste une masse informe, c'est parce que la première fois quand j'ai pris ces notes, je les regardais sur un ordi et l'écran était tout pourri. Et après je l'ai revu sur la télé, en fait on voit tout à fait bien le vaisseau. On n'a pas de capture d'écran, mais le vaisseau tout abîmé de ces fameux extraterrestres. Quelque chose à dire pour le moment? Pas grand-chose, là, c'est la mise en place, donc bon, voilà. Voilà, elle passe, quoi. Scène numéro 4. Dans l'infirmerie, Archer vient s'enquérir. J'utilise des mots. S'enquérir de l'état de santé des survivants. Phlox indique alors, pour des raisons religieuses, qu'il refuse les scans. On se rend compte également qu'ils sont coutumiers des anomalies, puisque certains sont défigurés. Archer demande qui est le capitaine et Phlox lui indique un des 3 extraterrestres du début de l'épisode en signalant qu'il préférerait qu'on l'appelle Prinam. C'est un titre religieux. Et voilà, on a une image. C'est le Prinam Jamat. Archer se présente au Prinam qui dit s'appeler Jamat. Ouais, merci. Et le remercie en lui serrant la main avec ses 2 mains. Savez-vous ce que cela signifie? Cette main, ce serrage de main. Tu t'y connais en culture prinote, toi, en culture, je sais plus comment ils s'appellent leur espèce. Trianon. J'ai faim. Eh bien, écoute, dans le langage humain occidental courant, la poignée de main avec serrage de main à 2 mains est très utilisée dans le monde des affaires. Semblable à la poignée de main avec l'autre main au coude ou à l'épaule, elle permet d'émettre un sentiment de confort amical. C'est souvent associé à un geste de remerciement ou un témoignage de respect et d'affection. Si ça vous intéresse un peu plus, je vous renvoie à l'épisode Analytica numéro 25 du podcast Galactifrac intitulé La fête coloniale, dans lequel Kikrine, une des animatrices du podcast, fait un dossier complet sur le serrage de main. C'est passionnant, ça dure 1h30, mais ça me fait mourir de rire. En fait, elle lit toutes les analyses des différentes façons de se serrer la main. Et voilà, c'est Il nous parle du serrage de main juste parce qu'il a une pub. Il a un plug. Non, mais en fait, quand il a fait ça, je sortais de l'écoute de ce podcast et je fais « Oh, tiens !» L'occasion de le caler. Et du coup, je voilà. vais faire mon chiant, mais tout ce que tu as décrit pour le serrage de main à 2 mains, ça marche aussi pour un serrage de main normal, en fait. Non. T'as jamais vu des politiciens arriver? Est-ce que tu es un expert en serrage de main, monsieur? Est-ce que tu as fait un podcast d'1h30, toi, sur comment serrer les mains? Non. Et du coup, Analytica Galactifrac, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un podcast qui parle de Battlestar Galactica. Et voilà, donc Ronald D. Moore qui s'est barré et n'a pas fait la saison 3 d'Enterprise, c'était pour aller faire Galactifrac. Fuck you, Moore. Si un jour je rencontre Thierry dans la vraie vie, je lui serrai la main à 2 mains. D'accord. Il va te dire j'en ai rien à branler, c'est comme si tu me la serrais. Je sais plus ce qu'a dit Rémi, de camaraderie, d'amitié et tout machin. Franchement, les gens qui nous écoutent, revenez en arrière, réécoutez ce qu'a dit Rémi et demandez-vous si ça ne fonctionne pas pour un serrage de main normal.
Un sentiment de confort amical. Bon, ouais. bref, allez. Je trouve que le fist bump est encore plus amical et plus réconfortant que... C'est quoi le face bump? Ben, c'est le... Tu transmets ok, moins de d'accord. bactéries comme ça. Parce que moi, le face bump, je Non, le pensais face bump, non, c'est... Oh la vache. Je continue. Jamat le remercie chaudement et indique que son vaisseau était en route vers la 12e sphère pour un pèlerinage. Archer l'invite à dîner avec T'Pol afin de partager des informations sur les sphères. Scène... Il y avait un truc? Il y avait une image? Non, c'est plus tard. Scène numéro 5. À table, Jamat explique être un gâteau au chocolat. sa planète s'appelle Trianon. Alors, Sean, tu dois peut-être pas connaître cette référence. Le Trianon, c'est un gâteau pardon, que tu trouves très souvent dans les enseignes Carrefour, au rayon pâtisserie. Et en fait, l'idée, c'est un gâteau au chocolat comme ça, mais qui utilise 3 formes de chocolat différents. Le chocolat noir, chocolat blanc, pas chocolat blanc, chocolat au lait et un chocolat entre deux, entre le noir et le lait. J'adore ce gâteau, c'est mon gâteau d'anniversaire. Tous les ans, je demande un Trianon. Je pense qu'ici, ils appellent ça juste le trio. Chocolat. Un trio. Non, tu sais, il y en a 3, c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est du chocolat blanc par-dessus. Parce que nous, on pouvait pas l'appeler trio, parce que trio, c'est un super groupe. Ah oui, oui. Ça va être long, ce soir. Ça va être long. Il indique donc être un Trianon. Lorsqu'Archer fait référence à l'étendue delphique, Jamat, lui, dit l'appeler le royaume de l'élu. Chosen Realm ou Realm? On va demander au seul anglophone de nous deux. Comment on prononce, Thierry? Sean, pardon. Bah, comme il l'a dit. Realm. Donc, Thierry avait dit Realm, moi aussi, et Sean avait dit Realm, et il nous confirme, c'est bien Realm. Et donc, Sean vient de marquer son 3e point. Par contre, ça se prononce pas Chosen, ça se prononce Chosan. Chose en Realm. Nous avons donc une égalité, 3 points pour Thierry, 3 points pour Sean, bravo. Volé ce point. C'est légitime ce point-là, je vais être honnête. Écoute, est-ce que les précédents étaient... bref. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, et du coup, donc Jamat dit l'appeler le royaume de l'élu. Alors c'est moi qui l'ai appelé le royaume de l'élu, parce que... non, c'est pas moi qui l'ai appelé le royaume de l'élu, justement c'est le sous-titrage français qui dit le royaume de l'élu. Chosen Realm, ce serait plutôt le royaume... la terre promise, quoi, non? Ou pas? Oui. C'est à Sean que je m'adresse. Oui, si tu veux garder dans le même, on va dire, dans un thème adjacent à ce qu'ils ont dit, moi je redirais juste royaume élu. Ouais. Plutôt qu'au royaume de l'élu. D'accord. Ou terre élue. Alors j'ai pas regardé en version française comment ils l'ont traduit, mais en sous-titré ça m'a semblé un peu étrange. Oui, bah c'est vrai que dans pas mal d'œuvres anglophones de fantasy, quand ils parlent de l'élu, c'est The Chosen, et il y a comment on dit, il y a The devant, quoi. Donc c'est pas pareil que là il y est pas, donc enfin s'il y est, mais ça dépend comment tu l'interprètes. Mais je trouve que ça a pas trop de sens de l'élu par rapport à ce que eux ils croient. Ils croient pas en un élu en fait. Ils veulent que les créateurs, ils attendent que les créateurs arrivent dans le royaume, quoi. Ça a pas trop de... Tout à fait. Je suis d'accord. Archer demande alors si Jamat connaît les Xindi. Il répond non. Merde, putain, fait chier. Donc encore un épisode où ça va pas avancer. Donc il les met dehors, il les jette, puis c'est fini. Ouais, c'est dommage. Surtout que c'est Manikoto qui a écrit cet épisode, quoi. Flûte à la fin. La question me vient de ce qu'ils mangent. Comment savent-ils qu'ils peuvent manger la même chose s'ils n'ont pas le droit de les scanner? Bah, ils ont peut-être posé la question, tout simplement, mais bon, ça s'est passé hors champ, quoi. Est-ce que vous pouvez manger de la salade terrienne? D'ailleurs,
Non, mais eux, ils peuvent Pourquoi scanner par contre. Ils peuvent scanner les aliments. ils ont des scans? Bah, sûrement, ils ont des vaisseaux spatiaux, ils ont forcément des scans. Ok. Autre question, pourquoi les Américains sont toujours en train de manger dans leur série? C'est pour faire Jamat penser. explique que lui et son groupe ne voyagent dans l'espace que dans le but de se rapprocher des sphères. Il explique alors qu'il croit qu'à force de vénérer les sphères et de méditer dessus, les créateurs se manifesteront. Ce ne sont donc pas des scientifiques. Face aux questions d'Archer, Jamat exhibe une de ses cicatrices et la présente comme le signe de la présence des créateurs. Là où T'Pol parle d'anomalie spatiale, Jamat évoque le souffle des créateurs. Archer explique avoir étudié 3 sphères à cette heure. Jamat ne cache pas sa jalousie positive et dit qu'il mourra certainement en n'ayant vu qu'une seule des milliers de sphères existantes. T'Pol en profite pour indiquer qu'il y a 59 sphères. Pardon, c'est pas... j'articule mal. Là, Jamat se fâche pour de vrai. T'Pol a tort selon lui. Débute alors une joute sur la place du doute et l'avancée scientifique. Archer coupe court à la conversation, heureusement. C'était cool. Ouais. Surtout qu'il lui dit je pense que vous avez tort. Elle dit non, je crois pas, non. Non, j'en doute très fortement de me tromper. Non, mais c'est assez croustillant. Le dialogue est croustillant, quoi. Voilà, le fanatique religieux en face d'une fanatique de la logique, c'est juste très drôle et ça marche bien. Et en plus, comme tu dis, Archer coupe au bon moment et il est assez diplomate là-dessus. Ouais. Il dit on réglera pas cette question aujourd'hui, je crois, ou je sais pas quoi, et il dit passons à autre chose. Je vais être le rabat-joie de l'épisode, je pense, aujourd'hui. En tant que... J'aime que Archer coupe court au dialogue puis qu'il passe à autre chose. Je trouve que c'est assez professionnel. En tant que fan de série de manière générale et en tant qu'humain, j'en ai assez marre de voir le conflit science et religion. Je trouve que c'est vieux et c'est surfait. Et on est constamment en train de les mettre l'un face à l'autre, alors que je trouve que c'est plus intelligent au contraire, puis plus constructif de nos jours d'essayer de trouver des histoires à raconter qui peuvent les mettre ensemble et de voir comment ils peuvent comment ils peuvent s'aider. Genre de toutes les séries que les gens aiment pas ou sûrement regardent pas, genre Young Sheldon en ce moment. C'est comme le spin-off de Big Bang. Ah, tu fais partie des 3 personnes au monde à la regarder. À la regarder, effectivement. Mais je trouve qu'on a Young Sheldon là-dedans, Sheldon qui est absolument pas dans la religion, il s'en fout complètement, il est même contre, lui il est très factuel. Mais il vit dans le sud des États-Unis, donc du coup c'est quand même un environnement très religieux. Puis je trouve que cette série en ce moment ne met pas la religion et la science l'une face à l'autre. Ça essaye de... Je sais pas. Ça essaye de les faire se complimenter. Et je trouve que de nos jours, surtout quand tu regardes, il y a beaucoup de scientifiques ou beaucoup de leaders spirituels qui se penchent dans l'un ou dans l'autre. Donc du coup, je trouve ça un peu particulier qu'on continue à faire ça. Peut-être qu'en 2004, on n'était pas encore rendu là. Mais moi, ça me fatigue un peu. Alors, en 2004, je pense qu'il y avait déjà des gens qui essayaient de concilier science et religion. Le truc, c'est qu'il y a... C'est quand même un conflit qui existe toujours. Partout dans le monde, hein, des gens qui réfutent complètement la science au nom de la religion. Et du coup, des gens dans l'autre sens. Et en fait, il y a 2 notions là-dessus que... Alors bon, c'est vrai que si d'ailleurs l'épisode le montre, mais ne l'explicite pas, il y a le déisme et il y a le théisme. Et le déisme, c'est de dire qu'il y a un Dieu, mais de dire que tu sais rien de ce qu'il veut, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait, de ce qu'il machin. Et ça, c'est totalement compatible avec la science, puisque en fait, ça ne dit rien sur le monde. Et donc, ce que dit la science sur le monde n'est pas contredit par ce que dit l'existence d'un Dieu, et vice-versa.
Par contre, lui, ce qu'il pratique, c'est du théisme. C'est-à-dire que pour lui, il y a un ou des dieux. Après, a priori, il y en a plusieurs, lui. Mais non seulement il pense qu'ils existent, mais il pense aussi que ils ont créé le monde en tant de jours, qu'ils ont créé tant de sphères, etc., etc. Et là, ça dit quelque chose sur le monde, et ce n'est pas compatible avec ce qu'on connaît du monde expérimentalement. En tout cas, ce que l'équipage de l'Enterprise connaît expérimentalement du monde. Et on a et c'est une distinction qui existe dans notre monde à nous. C'est-à-dire que tu as des déistes qui sont là, ils pensent qu'il y a un dieu, ok, à la limite, ils peuvent imaginer son caractère, son humeur, etc. Mais ils ne considèrent pas qu'ils savent comment le monde est grâce à ce dieu-là. Hmm. Et donc tu as des gens minoritaires, certes, mais qui font beaucoup de bruit, qui disent bah non, le monde il est comme ça, les animaux ils ont été créés comme ça dès le départ, c'est notre Dieu qui le dit, et on le sait, et on a raison, et peu importe les preuves expérimentales, la matérialité, tout ça, non, de toute façon, c'est nous qui en a raison. Il est plat, le monde. Oui, alors ça c'est encore un autre extrême, mais c'est un autre... mais pareil, enfin voilà. Et donc pour moi, il y en a un qui est compatible et l'autre qui l'est pas vraiment. Tu peux peut-être nous éclairer là-dessus, Rémi, toi qui es religieux. Non, moi je concilie assez facilement. À la limite, j'adapte. Je sais pas. Voilà, oui, certes, dans la Bible, il y a marqué la terre a été fabriquée en 7 jours. Je prends pas forcément cette partie-là. C'est imagé. Ouais, mais bon, je suis pas le meilleur exemple, que ce soit d'un camp ou de l'autre, en fait. Donc, Ok. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, cette opposition-là, elle existe même chez les gens, en fait, directement. Et chacun concilie les deux. Enfin, chaque personne qui vénère un dieu concilie les deux, en fait, comme il peut, en fait, à sa manière. Mais il y a toujours un moment donné, si tu veux, si tu vénères une religion du livre, par exemple, il y a forcément un moment donné où le livre, il va dire quelque chose du monde que la science dit le contraire. Et à un moment donné, tu te retrouves à devoir choisir comment tu vois le monde. De l'expérience que j'en ai pour le moment, les personnes que je croise et que je vois sont plus en, entre guillemets, conflit avec la société actuelle sur le plan social que sur le plan scientifique. Évidemment, les notions de genre, les notions de genre, quoi, principalement. Mais, ce qui est un sujet scientifique aussi. Oui, mais... oui. Ok. Mais pas de la même manière. On continue ou T'Pol aussi est techniquement religieuse. Les Vulcains semblent vouloir faire semblant qu'ils sont uniquement basés dans la logique puis tout, mais ils sont, ou alors on pourrait dire que c'est pas vraiment une religion, c'est plus comme le bouddhisme où ils suivent leur beau suracle. Les enseignements de Surak. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils ont quand même une culture qui est très, très, très définie par des traditions ancestrales et des coutumes inchangeables. Et donc, du coup, je suis content qu'ils aient pas. Je suis content qu'ils se soient éloignés de T'Pol pour le reste de l'épisode. Qu'ils n'auraient pas fait une pièce centrale dans cet épisode parce que ça aurait probablement été assez difficile à réconcilier ces façons de penser avec ce qu'ils veulent nous faire penser que la manière dont les Vulcains sont. Si vous voyez ce que je veux dire. On veut toujours montrer que les Vulcains, c'est comme des calculatrices, mais c'est pas vrai. C'est pas des robots. C'est quand même pas mal nuancé, justement, dans Enterprise, où en plus ils se sont éloignés des enseignements de Surak. Donc je suis d'accord avec toi, en particulier pour la période d'Enterprise. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi le terme fanatique de la logique pour parler de T'Pol quand j'ai parlé de l'opposition entre les deux. Vous vous souvenez quand on avait dit qu'on faisait des épisodes de 3 quarts d'heure? Il y a aussi un... Ah, mais ça, on peut en parler tout à l'heure. C'est correct. C'est juste C'est drôle. Vas-y. Comme tu veux. C'est le numéro 6. Tu vas en parler, donc j'en parlerai.
Ah, ok. Scène numéro 6. Dans l'infirmerie, une Trianon, je vais pas y arriver avec ce terme, arrive. Et alors que je suis en admiration devant sa coiffure, elle explique à Phlox qu'elle voudrait lui parler d'une certaine procédure que l'on ne connaîtra pas dans cette scène. Voyant le malaise de sa patiente, Phlox lui propose un thé. J'adore Phlox, il est trop gentil. Et j'adore la coiffure de cette nana, elle est incroyable. Et c'est dommage, la capture lui rend pas hommage, mais elle a une tresse dans la tresse, c'est ouf. Scène numéro. On Attends, se doute attends. déjà de quelle procédure Oui, ça voilà, va c'est être ça. ici. Est-ce que vous. Moi, pas du tout. Un peu niais Absolument sur la question. aucun Ah, moi, doute. totalement. On parle de religion, la femme vient voir le docteur. Moi, je suis comme, ok, c'est ça. Peut-être que c'est une mauvaise, tu sais. Le seul Peut-être que je petit devrais pas doute, assumer ça, mais. le seul petit doute que j'ai eu, c'est est-ce qu'ils veulent faire un twist avec ça et que finalement ça soit pas ça. Mais clairement, Genre, j'ai un ongle incarné. pour moi, j'ai. Non, mais s'ils auraient pu inventer un tabou religieux par rapport au corps. Ouais. Mais oui, clairement, moi j'ai tout de Je suite vais faire pensé enlever mon rouge. à l'IVG, quoi. Moi, ouais, bon, bah d'accord, bah voilà. Je suis un peu niais, j'y ai pas pensé. Pour une fois, parce que d'habitude, c'est le genre de truc. Bref. Scène numéro 7. Dans le mess, 3 Trianons. Ça fait un 9 anons. Du début, discutent en mangeant. Ils semblent comploter contre l'équipage. L'un d'eux paraît hésitant. Jamat lui rappelle que les humains ont profané une sphère. Bordel, ce qu'ils s'apprêtent à faire n'est pas que pour leur salut, mais aussi pour celui des humains. Alors que nous sommes de plus en plus certains que les Trianons sont des fanatiques religieux, Jamat dit que leur plan est la seule manière d'arrêter les effusions de sang. Voilà qui nous réengage dans cette histoire. Je sais pas, je comprends pas mes notes ce soir, je suis désolé. Comme j'ai dit, je l'ai fait en plusieurs fois du coup. C'était ouais voilà, en gros c'est la scène qui définit les Trianons comme l'opposition, les méchants de l'histoire quoi. Parce que jusqu'à présent on savait pas trop ce qui allait se passer. On n'est encore pas tout à fait sûr de ce qu'ils vont faire, et lui il parle d'arrêter les effusions de sang. Voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est là qu'on se dit, bon quand même, ça part mal quoi. Voilà. Scène numéro 8. Dans la cabine du capitaine, T'Pol et Archer discutent des Trianons et de leur fascination des sphères. En effet, les Trianons pensent que les créateurs ont construit les sphères pour refaçonner l'étendue à leur vision, comme un genre de paradis. T'Pol dit alors qu'il y a souvent une base de vrai dans toutes les mythologies. Les deux sont alors coupés par la sonnette de la porte, c'est Jamat. T'Pol sort immédiatement. Jamat explique alors à Archer que ces hommes se sont postés à des endroits clés du vaisseau et sont armés d'explosifs organiques. Pour prouver ses propos, il prend un communicateur et parle dans une langue inconnue. Dans le vaisseau, un Trianon répond, il s'agenouille et en priant, il se plante une seringue dans les veines, son sang bleuit et boum! Une partie du vaisseau explose. Et si tu as fait cette capture, Thierry, je suppose que c'est parce que tu veux en parler. Pas du tout. Ah d'accord. Non, en fait, j'ai un peu mitraillé à ce moment-là, et je sais oui, pas. mais ça. Ouais. Je me suis dit que j'allais retrier les captures après, j'ai complètement oublié. Bon, après, si on peut dire que voilà, c'est une ancienne sans nom qui meurt. Et voilà. Mais on a pris le temps de montrer son visage. Un peu, Et puis surtout, on voit dans son visage d'abord l'incompréhension, le doute, la peur. Et puis on voit plus rien parce qu'elle est morte. Je trouve qu'elle réagit pas assez vite. Quand il y a quelqu'un qui se met à genoux dans ton vaisseau, qui prend un machin, qui va pour se piquer avec, qui vient de parler dans une langue que tu n'as pas compris, normalement, sur un vaisseau, tu réagis un peu plus rapidement que ça. Peut-être qu'à l'époque de Next Generation, ils ont plus l'habitude de ce qui peut se passer dans un vaisseau. Mais j'ai l'impression qu'elle aurait dû tacler le gars. Bah, je sais pas, tu peux te dire, purée, ils sont chelous leurs rites religieux, quoi. C'est compliqué. Ouais. Ouais. Par contre, je voulais juste dire un truc sur T'Pol, sur la conversation de T'Pol et Archer, là, parce que finalement,
ça va s'avérer vrai en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire que les créateurs des sphères, ils veulent remodeler l'espace à cet endroit-là. Wow, spoil alert! Et c'est pareil, encore une fois, on amène Ok, il s'en l'idée fout. c'est un moment, bah non. Continue, il continue, il De s'en toute fout. façon, on spoil tous les épisodes. Enfin bon. Ben, c'est ce qu'a dit, hein, toutes les mythologies ont une base vraie. Donc oui, peut-être que c'est un appel en disant pour prévenir le public, c'est ce qui... Je sais pas. En tout cas, à ce stade de l'épisode, ça fait sens, puisque justement, il y a des anomalies autour des sphères qui ont l'air d'être générées par les sphères. Il y en a un peu partout dans l'étendue delphique. En tout cas, on sait que ça crée les anomalies. Le pas de là à dire que peut-être que ce qu'ils veulent, c'est qu'un truc rempli de ces anomalies-là, il est quand même assez facile à franchir, je pense, quand même. Oui. Mon petit commentaire, c'est que ce qu'il fait là avec le... Il se pique, puis après ses veines deviennent bleues, fait beaucoup penser aux fanatiques religieux Vulcain qu'il y a dans Discovery. Il fait exactement la même chose. Oui. Ok. Je sais plus s'il se pique, mais en tout cas ses veines deviennent comme fluorescentes, puis il explose, puis je trouve ça intéressant, puis similaire comme événement. Je me souviens pas. Scène numéro 9. Sur le pont, Archer débarque. Reed lui explique ce qu'il vient de se passer, mais Jamat l'empêche de donner des ordres, le menaçant de faire péter les autres. Coupure pub. Scène numéro 10. Dans la salle de sécurité, sous le regard passablement agacé de Reed, les Trianons s'arment. S'ensuit quelques courtes scènes où les Trianons dirigent les membres d'équipage sous la menace d'armes. Au moment où je me dis « Mais où sont les Lone ?» on les voit se faire menacer également et se faire rentrer dans des pièces. Dans l'infirmerie, Phlox est très énervé et explique que ses patients ont besoin de soins et qu'il ne peut pas les laisser mourir. Yarick, le Trianon qui a eu le plus de dialogue à part Jamat jusqu'à présent, ordonne à ce que Phlox soit surveillé. Dans la salle des machines, Archer malmène Tucker et lui ordonne de ne rien tenter contre les Trianons. Réaction ? Non. Et il lui dit aussi, c'est pas fini. Ah ouais ? Oui. Ce qui veut dire quand même que, genre, en gros, c'est. Mais il lui dit un peu, discrètement, quoi. C'est une manière de lui faire comprendre que. Il est en train de chercher un plan, quoi. Il va bricoler quelque chose. C'est marrant cette stratégie parce que je me disais, s'ils avaient fait ça sur un vaisseau Klingon, tout le monde serait mort en fait. Parce que les Klingons, ils n'auraient rien eu à battre de leurs menaces. Ils auraient dit ok, on va au Stovokor, ils auraient essayé de les tuer, ils se seraient fait exploser, tout le monde serait mort. Ah ouais, mais des fanatiques religieux versus des fanatiques religieux, forcément. Oui, c'est ça. Et du coup, ça marche que parce que Archer est quelqu'un de raisonnable. Les Vulcains auraient probablement exécuté tous les fanatiques aussi. Tu crois ? Ils les auraient pas laissé prendre leur vaisseau. Jamais de la vie, un Vulcain va te laisser prendre son vaisseau. Ah ouais. C'est vrai. Un Romulien aussi. La plupart des races que l'on connaît... Ils auraient fait péter leur vaisseau aussi, ouais. Et quid des Tellarites ? Je sais pas. On ne les connaît pas vraiment assez. Ouais, c'est vrai. Je pense que les Vulcains, ils auraient dit on en a rien à foutre de vos croyances religieuses et on vous scanne quand même. Et donc ils auraient tout de suite vu qu'il y avait les explosifs. Ils les auraient scannés dans le transporteur quand ils sont arrivés. Quand tu vois la diplomatie qu'a eu T'Pol avec lui, ouais. Je pense qu'ils auraient pas cherché à comprendre. Ouais, ils auraient... Ouais. C'est probable. Scène numéro 11. Retour dans la cabine du capitaine avec Archer et Jamat. Archer est bouleversé par cette situation et par la mort d'un membre de son équipage. C'est elle. Alors qu'il demande pourquoi toute cette histoire, Jamat lui dit qu'il lui expliquera plus tard. Ok. Scène numéro 12. Sur la passerelle, Jamat ordonne à Mayweather d'aller en direction de Trianon, la planète, et à T'Pol de détruire leur vaisseau. Scène numéro 13, pardon. Dans l'Ops, Jamat regarde les données récoltées par l'Enterprise sur les sphères. Il explique alors à Archer son plan. Il compte retourner sur Trianon pour détruire de sales hérétiques pourris.
Arrive alors un duel de vision. Jamat présente les hérétiques comme des ennemis de la vérité. Archer dit qu'il s'agit de la vérité de Jamat, qui répond qu'il n'y en a qu'une seule. C'est une longue scène avec de très chouettes dialogues, peut-être la scène la plus importante de l'épisode, mais complexe à retranscrire. Quoi qu'il en soit, Jamat indique à Archer que vu les profanations que lui et son équipage ont fait, il devrait les mettre tous à mort et détruire le vaisseau. Mais, dans sa grande mansuétude, et pas du tout parce qu'il a besoin du vaisseau et de son équipage pour aller jusqu'à Trianon, il décide de ne tuer qu'un seul membre d'équipage. Ce sera à Archer de choisir qui sera le puni, ou la punie d'ailleurs. Ceci étant dit, Jamat efface toutes les recherches de l'ordinateur. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ben voilà, mais du coup là, j'allais dire on avance dans l'intrigue Xindi, mais non, on recule dans l'intrigue Xindi. Pam, pam, Et il y a quand même un lien. Oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Dans la nouvelle génération, il y a 2 ou 3 épisodes où Picard menace de détruire l'Enterprise si on les laisse pas tranquilles. J'en pense à un en particulier où il y a un espèce de scientifique extraterrestre surpuissant là, qui fait des expériences sur l'Enterprise en mode labyrinthe de souris. Et Picard, il dit en gros, si tu ne nous laisses pas partir, je fais exploser l'Enterprise et de toute façon, tes expériences elles seront foutues, quoi. C'est dans Voyager, ça, ou c'est dans Enterprise? C'est possible qu'il y ait un épisode du même genre dans Voyager, mais dans Voyager, il y a des gens invisibles TNG, qui enfoncent des aiguilles dans la tête de la capitaine, tu sais. Non, là, on le voit à un moment donné, Oh, c'est un j'avais espèce de complètement visage verdâtre géant dans l'espace, là. Ah, ok. Dans l'épisode de TNG auquel je pense. Mais il y en a d'autres, hein, je les ai plus en tête là. Et du coup, il y a une inversion. C'est-à-dire que là, c'est pas le capitaine qui menace de détruire son vaisseau pour avoir ce qu'il veut. C'est quelqu'un d'autre qui menace de de se suicider et détruire le vaisseau pour avoir ce qu'il veut. Mais il y a la notion de sacrifice dans les 2 cas. Parce que de toute façon, Archer, il a vraiment besoin de son vaisseau. S'il veut la foutre au Xindi, il est obligé de l'avoir, quoi. Il peut pas se permettre. Et du coup, Il peut pas se permettre de mourir, quoi. Je me pose avec Jamat la même question qu'avec Picard. Si genre Archer avait dit non, je t'emmerde, est-ce qu'il serait allé jusqu'au bout ou pas? Et du coup, je disais, bon, avec les fanatiques religieux, on peut croire qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. Et ça, je trouve que ça marche pour ses disciples. D'ailleurs, on l'a vu, ses disciples, ils sont prêts à se sacrifier. Mais est-ce que lui, il y croit vraiment? C'est la question que je me pose toujours avec les gourous. C'est est-ce qu'il croit vraiment au truc qu'il raconte ou pas? Alors, il y en a, c'est assez flagrant. On sait que c'est juste des bonimenteurs et qu'ils ont juste trouvé un moyen de se faire enfin, bref, de se constituer un groupe qui leur est dédié. Mais t'en as, tu te poses la question, quoi. Mais concernant Jamat, je pense qu'il croit vraiment à la finalité et à la cause, mais la manière, je suis pas certain. Parce que quand il dit un peu plus tard à Archer, oui, j'aurais fait le même choix que vous, machin, ça, j'y crois pas trop. Mais par contre, je pense qu'il est... On le voit à sa réaction finale, hein, de toute façon, de son choc. Il arrive un moment où... Il arrive un moment où certains fanatiques religieux, comme ce personnage-là, pensent qu'il est tellement important vis-à-vis de la religion qu'il ne peut plus se permettre de mourir. Avec tous les beaux discours de croire en la bonne religion ou de croire au bon Dieu, ils deviennent eux-mêmes des faux prophètes. Et je pense qu'il est au point où il se considère comme ça. Jamais de la vie il se suiciderait lui-même, il prendrait sa propre vie. Il fait faire ça à son monde, mais lui, je le vois pas dans le personnage faire ça. Ouais. Ok. J'avais pas un avis aussi tranché, mais c'est valable. Et du coup, sur la scène que tu décrivais, oui. C'est là, il me semble, ou c'était dans celle d'après, où il met Archer face à ses actions passées. Non, parce que je l'ai noté. Ok. Oui, non, c'est dans 3 scènes. Hein. Ok. Scène numéro
Je trouve que, comme tu as dit, Ouais. c'est des scènes, c'est des dialogues et c'est des sujets qui sont assez complexes à genre retranscrire, surtout pour un résumé comme ça sur YouTube. Alors, je sais pas si c'est un reproche ou pas un reproche que je peux faire à l'épisode, je sais pas, mais je trouve que tout est vraiment simplifié et fait de manière explicite et assez peu nuancée en ce qui concerne le fanatisme religieux, le terrorisme et les actes que les gens sont prêts à faire. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup moins de nuances dans cet épisode que ce qu'il peut y avoir dans la vraie vie. Je sais pas si c'est quelque chose que je peux y reprocher ou si c'est quelque chose qui est fait exprès pour pouvoir rendre au contraire l'épisode plus digérable. Peut-être que t'as pas le temps d'attaquer puis de mettre en scène toutes les nuances de ce genre de sujet sur un épisode de 45 minutes aussi. Donc, c'est peut-être Euh, ça. Il Mais y a dans ton premier review initial là, que tu as lu, là, le gars, il dit quelque chose. Il dit un mot que j'ai trouvé assez pertinent. Lequel? Bah, l'un des négatifs que tu avais lu, là. Caricature débilitante. Ouais, débilitante. Je suis. Alors, À moins que l'astuce, je c'est comprenne que. mal le mot. Non, non, mais c'est ça. Mais j'ai un doute parce que j'arrive plus à trouver la scène. Mais un peu plus tard, il y a une scène qui me fait douter là-dessus. Mais ça viendra quand je la verrai. Qui me fait penser que c'est pas que les religieux, mais ça peut être aussi la vision des Américains qui vont en mode c'est nous qui avons raison et c'est eux qui avaient tort, Ok, etc. moi aussi, je l'ai pensé, mais je pensais que c'était de l'ironie et qu'ils se rendaient pas compte de ce qu'ils écrivaient quand ils ont écrit l'épisode. Ben, je sais pas, parce que depuis le début de la série, de la saison, c'est quand même vachement. Ils arrêtent pas de dire prenez du recul sur vos actions, faites Ah, attention. c'est possible. Bah, en fait, oui, finalement, maintenant que vous le dites, ça me fait penser que le contexte là, c'est ils veulent prendre l'Enterprise pour aller tuer les hérétiques dans leur propre pays. Ce qui ne correspond pas du tout au contexte de l'attentat du 11 septembre. Ça n'a aucun rapport. Le seul point commun, c'est qu'il y a du fanatisme religieux au milieu, mais c'est tout. Ben, c'est qu'il y a le prise d'otage d'un avion ou d'un Ah vaisseau, oui, quoi. la prise d'otage, putain, oui. Oh la vache. Putain, j'étais complètement Faut passé. Non, aussi, mais je vous l'ai je dit, hein, tiens j'étais complètement aussi passé à côté du truc. à dire que, bon, bah, clairement ici, on parle beaucoup de fanatisme islamique, puis du coup, on va dire genre musulman. Il n'y a aucun musulman, jamais, qui te jugera de ne pas être musulman si tu n'es même pas au courant que le Coran existe. Alors, je sais pas comment ça se passe dans les autres religions, mais le principe, c'est que si tu n'as jamais eu la parole de Dieu ou si tu n'as jamais eu le texte religieux entre les mains ou personne te l'a enseigné, tu peux pas être au courant, on peut pas te le reprocher. Ici, l'espèce de fou religieux qu'on a là, il reproche à des gens qui viennent même pas de cet endroit-là de l'espace d'avoir, tu sais, comme d'être D'être rentré des dans, hérétiques. ouais, d'être des hérétiques, d'être rentré dans ces sphères. Il y a, il y a aucun enseignement. Et comment ils peuvent savoir que c'est interdit? Et je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vraiment, c'est comme une manière bâtarde de décrire une religion. Genre, ils font pas ça. Les gens ne font pas ça. Si tu sais pas, tu sais pas. Si on t'a expliqué et on t'a tout appris, parce que même les plus gros bâtards du monde, les Espagnols, les Anglais, les Français, absolument immondes, qui s'en allaient foutre leur religion, leur catholicisme, etc., avant de commencer à punir le monde, ils leur montraient leur Bible, ils leur forçaient leur religion, et c'est une fois que tu l'avais rejeté que là, ils te forçaient, mais à la base, ils venaient pas juste te brûler, ils venaient t'enseigner la religion, Oui, tu avais ou des missionnaires, oui, leur oui. manière de voir les choses. C'est quand tu l'as refusé que ça devenait un problème. Avant ça, ils étaient juste, t'es un sauvage, tu connais rien, je vais t'expliquer.
Ou quand tu avais des ressources qui étaient intéressantes et que, Ouais, aussi. que c'était une bonne excuse. Je pense que là, pour le coup, c'est surtout dû au fait qu'on est dans un épisode et qu'il fallait aller vite quand même. C'est possible. Donc on s'assoit un peu sur ça. Mais c'est vrai. En C'est tout vrai. cas, s'ils avaient voulu vraiment faire le parallèle du 11 septembre à fond, leur vaisseau, ils auraient voulu utiliser l'Enterprise pour aller attaquer, je sais pas, une colonie terrienne ou des terriens Ouais. ou des Vulcains, quoi. Ce qui Ou n'aurait pas marché. l'utiliser parce que ce serait physiquement pour sacrifié. s'écraser. Ça, à la limite, Mais, ouais, ils auraient physiquement rentré dans une. Donc dans tous les cas, même s'il y avait Non, c'est- peut-être, ça a forcément du coup été dans une idée de base, mais ils ont quand même tordu l'histoire pour que ça soit pas uniquement ça. Mm. Et l'enjeu là, c'est de sauver des tartopralines, là, je me rappelle plus leur nom, des Trianons. C'est pas possible. Tarte aux pralines. Il faut semer les millefeuilles. C'est dégueulasse les tartes aux pralines. On avance. On n'est même pas à la moitié là. Oh putain, ça va être long. Scène numéro 14. Dans sa cabine, Archer reçoit la visite de Yarrick pour une raison random. Archer l'interpelle et lui dit qu'il sait que sa femme est enceinte et veut avorter. What? Bon, vous le saviez. Alors ça, c'est pas très Phlox. correct. Ouais, Phlox. Ah oui, mais c'est pour le bien-être de son vaisseau là. Il s'est dit, il y a un levier, il y a un moyen de pression pour renverser la situation. Il faut l'utiliser. Moi, je comprends Phlox là. Ok. Le secret Moi, médical, ça va 5 j'aurais minutes. pas hein. fait le rapprochement entre l'avortement, tu sais, la vie privée d'un certain couple avec le. Si, bon. parce qu'il y a de la dissidence. Ah, tu penses Oui, en vraiment. plus, Ouais, c'est ça le. elle a expliqué qu'ils n'étaient pas d'accord. hein. Ok. Et par contre, Oui. je crois pas qu'elle ait dit que son mari était au courant qu'elle voulait avorter. Ben, on n'en C'est sait rien. avec Phlox. Ouais. Et du coup, ça, c'est pas correct, je trouve, de la part d'Archer, par contre, de prévenir le mari. Parce que Non, lui, mais attendez, part du principe que on le s'en mari est fout de au tout courant. ça. On s'en fout de leur relation de couple. On s'en fout de Mais si, c'est l'avortement en soi important, même. merde. Mais non, ce qui est important, c'est de libérer l'Enterprise. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, là, you Archer, hurt my feelings. Non, mais je m'en en- branle. C'est pas une question de feelings, il aurait pu la buter. Et alors? C'est pas grave. Ouais, Le but, pas c'est de grave. libérer l'Enterprise. La pauvre nana, quoi. Non, mais oui, la pauvre nana. Mais la pauvre nana, déjà, à la base, d'être Et le bébé. une fanatique Il y religieuse. en a deux, là. Il y a la nana Non, et le mais, bébé. mais quoi qu'il arrive, le but, c'est de libérer l'Enterprise. On s'en Non, fout. techniquement, il n'y a pas de bébé encore. Ils sont non. encore C'est un pour embryon. l'avortement. Fait que. C'est un tas de cellules, ça. Ouais, il n'y a pas de bébé encore. Mais non, moi je pense que Archer, il aurait dû se poser la question ou vérifier auprès de Phlox ou essayer de savoir si le mari est au courant ou pas. Ouais, l'épisode lui donne raison parce que le mari est au courant, mais ça aurait pu créer une situation. Mais non, mais on s'en fout. Mais Je non, comprends même pas. C'est Star Trek. On n'est pas dans Star Wars ou dans Starship Troopers. On va pas commencer à buter tout ce qui bouge parce que machin. Mais il faut trouver. Ils sont dans une situation de crise où ils font le moindre prout. Il y a une explosion dans le vaisseau. Il Donc, faut avouer non. que Archer, dans des situations d'urgence, il n'est pas le plus réfléchi. Donc ça va avec son personnage. Il a tendance à juste faire des choses. Je sais pas. Après, bon. Rémi fâché. Ouais. Non, mais franchement, on s'en fout. Quoi. Archer ouvre alors une faille dans le système Trianon, insérant le doute dans Yarrick. Très chouette scène qui commence en plan large de plein pied pour finir en rapproché sur le visage. À chaque contre-champ, la caméra se rapproche. Et ça, c'est très cool. Bravo, Roxana Dawson. C'est la seule fois où je vais le dire. Oui. Est-ce que là, alors c'est un peu léger, peut-être, enfin on peut considérer que c'est trop léger, mais est-ce qu'on peut pas dire quand même que l'épisode apporte un peu de nuance sur le fanatisme religieux? Parce que justement, Yarrick et sa femme, ils sont pas à 100% dans la doctrine du gourou, et que donc c'est pas un esprit de ruche, quoi. Ils sont pas tous d'accord forcément entre eux, etc. Oui,
C'est peut-être un peu tôt pour le penser, mais... Non, mais surtout avec le... Il y a un moment où Archer lui demande si la religion qui lui a été enseignée quand il était petit... Ouais, c'est plus tard, celle ça. Ouais. et celle... Ah, c'est plus tard? Ouais, vas-y, continue. Non, c'est correct, je pensais qu'on peut en parler plus tard. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai, dès ce moment-là, rien que le fait même que la femme aille avoir le médecin en disant qu'elle veut que ce soit secret, déjà à ce moment-là, on peut se poser la question. Mais c'est surtout, c'est pas le fait qu'elle veuille avorter et que l'avortement en soi, c'est pas l'acte de l'avortement et le fait que ce soit contre la religion, c'est surtout le sentiment derrière, c'est la raison pour laquelle elle veut avorter, c'est qu'elle ne veut pas amener un enfant ou un nouvel être dans un monde menacé par la guerre constante où elle doit justement suivre des fanatiques qui vont amener son enfant en danger en permanence. C'est surtout ça. Ça, c'est ce que j'allais expliquer dans la scène numéro 15. Dans les couloirs, Yarrick vient parler avec son épouse. Il lui en veut d'avoir parlé à Phlox. Il lui demande si elle a fait son avortement. Yarrick hésite et se demande si c'est la bonne solution. Elle lui explique qu'elle refuse que son enfant naisse pendant la guerre et la fasse. Yarrick lui dit qu'avec le vaisseau, la guerre est bien partie pour s'arrêter, mais elle tient tête et ne s'arrêtera. Ça n'arrêtera que dalle selon elle, pardon. Voilà, donc c'est ce que tu disais. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais du coup, voilà. C'est moi qui t'ai coupé techniquement. Je vous propose un truc, avant de continuer, qu'on fasse la pause miniature sous une proposition de Thierry. On va maintenant faire les pauses miniatures en plein truc. Donc allez-y, c'est parti. Il faudrait insérer une flèche rouge, tu sais, la tenir comme ça. Un truc en carton. Pour la miniature sur YouTube. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1... catastrophique. Quelle honte. J'ai honte de faire ça, je me sens sale. On va pas l'utiliser. Je sais pas. De toute façon, parce que si il y a le passage où on a éclaté de rire parce que j'ai dit n'importe quoi et c'est un peu ça. En temps normal, j'utilise un moment où on rigole pour faire genre l'émission est super cool. Et là, je sais pas. On verra. En fait, des pauses miniatures pour pas s'en servir, c'est... c'est fun. C'est génial. C'est notable. Scène numéro 16. Dans le bureau du capitaine Archer, Jamat le rejoint... Non. Dans le bureau du capitaine, Archer rejoint Jamat qui est en train de lire ses journaux. Jamat est heureux de constater que l'Enterprise est dans l'Expanse pour la bagarre et la guerre. Archer lui dit que non, ils sont là pour empêcher la guerre. Mais Jamat souligne que leur situation ne sont pas si différentes. Il fait alors référence au fameux incident du sas de décompression auquel Archer se défend en disant que ça ne l'a pas blessé. Il me semble que c'est une chose que un ou vous deux aviez souligné à l'époque, que c'était une manière propre. Ouais, c'est ça, c'est de la torture propre visuellement, on va dire. Mais je trouve ça bien que ça soit rappelé et en plus qu'il utilise vraiment le terme de torture, parce que je suis pas sûr qu'il avait été utilisé le terme de torture dans l'épisode en question. Et je sais pas, je trouve ça bien que ça soit rappelé, quoi. C'est aussi que ça n'a pas été fait pour rien et ça montre des conséquences aussi pour Archer, quoi. C'est-à-dire qu'il se retrouve on va dire dans un embarras argumentatif face à ça, quoi. Et de manière générale, ça crée dans l'épisode un reflet entre l'équipage de l'Enterprise tel qu'il était quand il est parti de la Terre pour aller chasser le Xindi et ce groupe-là. Alors, c'était pas pour des raisons religieuses, mais quand Archer est parti de la Terre, il voulait éradiquer les Xindi, quoi. Qu'est-ce que tu fais? J'occupais absolument le mauvais vaisseau. Et là, il se retrouve face à des gens qui veulent aller éradiquer leurs ennemis. Ouais. Donc ça crée un parallèle. Et là, Archer, il se rend compte. En tout cas, il est choqué par des gens qui font ce que lui voulait faire en début de saison. Oui, c'est vrai que ça, c'est intéressant. En effet. Jamat raconte alors une histoire d'infanticide qui sert à montrer à quel point il est radical. Archer finit la scène en indiquant à Jamat qu'il se désigne volontaire pour mourir. Oh mon Dieu!
Coupure pub. Scène numéro 17. Toujours dans le bureau d'Archer, Jamat lui demande de reconsidérer sa décision. Mais Archer dit non sous prétexte que l'équipage est sous son commandement, sa responsabilité. Jamat lui dit « Ouais, mais qui va commander du coup ?» Archer répond « T'Pol !» Et là, je rigole parce que je repense à l'épisode où c'est T'Pol. Jamat admire Archer. Archer demande... Archer demande cependant une condition. Il indique à Jamat que les humains ont une technique pour exécuter leurs prisonniers. J'ai pensé directement au télétransporteur. Mais du coup, ça pose une question sur l'écriture du scénar. Pourquoi j'ai... Ah oui, du coup... Compte tenu de notre histoire et de la manière dont les fanatiques religieux ont l'habitude d'exécuter les personnes en sacrifice, ou pas forcément en sacrifice, mais d'exécuter les personnes, est-ce que c'est, selon vous, légitime que Jamat accepte ce que lui demande Archer ? Je m'étais pas posé la question, mais là, à chaud comme ça me choque pas. D'accord. Non, parce que, je sais pas, compte tenu des images qu'on a pu voir sur les 20 dernières années... L'épisode... comment dire, on n'a pas assez de contexte religieux. On ne connaît pas assez sur sa religion, sur ses pensées à ce personnage-là pour pouvoir dire quoi que ce soit. Parce que s'il nous avait donné plus d'informations, on pourrait dire non, il faut absolument que tu sois... tu sais, les Klingons, il faut qu'il y ait de l'honneur. Donc il ne peut pas mourir comme ça. Donc là, pas forcément pour les prisonniers, hein. Pour ceux qui s'exécutent, mais oui, d'accord, ok. Alors, ça a changé avec Discovery, mais à la base, les Klingons ne prennent pas de prisonniers. Ils considèrent le fait d'être prisonnier comme déshonorant. Ok. Donc là, on ne sait pas comment ils veulent mourir. On ne connaît pas leur interprétation de ce qui est après la mort, si même ils y pensent. Donc du coup, il n'y a pas assez de... Je pense pas assez de contexte pour pouvoir dire que c'est logique ce qu'ils fassent. Je pense que dans le contexte du personnage, vu qu'il a déjà été assez gentil en disant « je vous tue une personne au lieu de tout le monde », oui, ça peut marcher. Ok. Je crois que j'ai dit une bêtise. Les Klingons de TOS, il me semble qu'ils prennent des prisonniers. Voilà, juste, voilà, ça évitera de... Techniquement, c'est les mêmes. Parce qu'on le sait. C'est la même époque. On le sait qu'on va l'avoir dans le commentaire. Du coup, ça marche en plus. Ouais. Scène numéro 18. On se retrouve au téléporteur. Oui, j'avais raison. T'Pol et Archer. J'ai entendu quelqu'un parler. Non, je disais oui, c'est évident. C'est évident. Moi, je savais qu'elle allait avorter. T'Pol et Archer montrent alors à Jamat et Yarrick la dématérialisation d'une caisse. Très impressionné, Jamat accepte. Archer demande alors à T'Pol de prendre soin de l'Enterprise et que Phlox s'occupe de son chien. Il se tourne vers Jamat et lui dit « C'est pas terminé ». Après quoi, T'Pol efface Archer du monde des vivants. Je pleure, Jamat prie, T'Pol pleure, tout le monde est triste. Est-ce que... j'ai du mal à interpréter la réaction de T'Pol. Est-ce que T'Pol a quand même peur que ça ait échoué, qu'elle ait réellement détruit Archer ou pas? Et est-ce que on essaye de nous intégrer le doute à nous, spectateurs, spectatrices, ou pas du tout? Alors, je pense qu'on devrait l'avoir, mais je pense pas que l'épisode essaye de nous le mettre. Parce que on sait, en fait, on sait que les téléporteurs de l'Enterprise sont pas fiables. Ils sont fiables pour du matériel, mais pour des êtres vivants, on sait qu'ils sont pas fiables. Mais à date, ils ont tué personne avec le téléporteur. On a vu un seul problème. Il y a le téléporteur de TOS a tué plus de gens que les téléporteurs de l'Enterprise. En même temps, il l'utilise pour moins de gens, donc limite, ça se tient. Mais oui, on sait que c'est pas fiable, donc on peut se dire, il risque de mourir. Et en tout cas, les personnages, eux, doivent sûrement se dire, il risque de mourir. Mais je pense pas que l'épisode se dise, les spectateurs sont assez cons pour croire qu'on va tuer Archer là. Donc, la pire imagine façon de tuer ton personnage principal.
Épisode historique direct. Ouais, ok. Non, mais parce que on voit qu'elle est émue quand même. On voit qu'il y a de l'émotion dans son regard, mais est-ce qu'elle feint l'émotion? Est-ce qu'elle est réellement émue? Quelle émotion est-ce qu'elle elle aimait? Voilà. Elle est émue Je de la comprends pas bien. logique de la stratégie du plan. Waouh, Ouais. c'est tellement beau. On voit que c'est pas un chef de guerre, notre beau petit fanatique religieux là ici là. Et on voit aussi qu'il n'est pas technologiquement incliné, parce que sinon, en voyant cette espèce de machine magique qui dématérialise des gens, il aurait pu se dire, waouh, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser ça pour dématérialiser tous ceux que j'aime pas sur ma planète? Ah oui, ouais. Peut-être que c'est un plan pour plus tard. Et là, c'est pas le moment. Et peut-être même d'ailleurs, un chef de guerre aurait peut-être intuité, dit comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, où vont les... Bon, Ouais. bref. Scène numéro 19. Dématérialise le gars, mais rematérialise une flaque de sang, s'il vous plaît. Ouais. Je veux voir les restes. Et du coup, T'Pol est obligé de détruire en même temps Porthos pour le faire... Bon, bref. Yarrick et Jamat sont dans l'Obs. Yarrick est contrarié car il y a déjà 3 morts alors que les humains ne sont pas leurs ennemis. Jamat le corrige. Ce sont des non-croyants. Ils sont donc nos ennemis. Ah ben oui, logique. Ce qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà, c'est là où je voulais en venir avec la logique. Je me demandais, bref. Face au questionnement qui ne s'arrête pas de Yarrick, Jamat fait un assaut d'autorité de sa position et dit clairement que Yarrick flirte avec l'hérésie. Donc oui, c'est cette scène qui m'a mis le doute, moi, qui m'a fait me dire, est-ce qu'on n'essaie pas de nous dire, en fait, que c'est pas forcément que religieux ce propos, quoi. Oui, bah, Parce que c'est une des fameuses phrases que, il me semble que c'est Bush qui l'avait dit, ceux qui ne sont pas nos amis sont nos ennemis, ou je sais plus quoi. Quand il était pas content que la France Ouais, qu'on voulait n'y pas aille pas. participer et du coup ils ont renommé les French fries en Freedom Fries. Alors que c'est même pas français les frites à la base. Bon, c'est pas grave. Faites ce que vous Ils auraient voulez. pu les renommer Belgian Fries. Bon, bref. Mais Ils avaient déjà les Belgian Waffles, ils pouvaient pas avoir plusieurs choses de Belgique, voyons donc. Bref. C'est trop petit comme pays pour pouvoir inventer plusieurs choses. Mais c'est possible, oui, parce que tu vois, avec ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même un parallèle. Je pense que le parallèle, il peut se faire dans les deux sens, finalement. Et du coup, c'est peut-être aussi l'intérêt de l'épisode. Voilà. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est peut-être pas assez appuyé pour le coup. D'habitude, on n'arrête pas de dire qu'il manquait de subtilité, mais là, bon, bref. On va pas refaire l'épisode, surtout que là, on est déjà quand même à plus d'une heure pour pas énormément de choses. Scène numéro 20. Dans l'infirmerie, Phlox reçoit un message écrit d'Archer, caché on ne sait où. Archer demande à Phlox s'il peut arrêter les explosifs. Phlox demande un scan de techno-blabla et se retrouve forcé de fermer la conversation avant qu'un garde ne le surprenne. Garde qui n'aurait pas pu lire la conversation dans tous les cas. Il aurait pu juste lui dire, ouais. c'est du texte qui explique quoi faire avec ma petite potion magique. C'est vrai. Mais du coup, Phlox lit l'humain. Enfin, lit l'humain. l'anglais. Lit le ouais. Le terrien. Ouais. Très américanisé, moi, désolé. Scène numéro 21. Dans un couloir, un garde se balade et là, Archer tombe du plafond et commence à l'agresser. Je suis trop hilar pour noter quoi que ce soit de ce qui se passe ensuite. Ah oui, non, j'ai voulu mettre une miniature, mais c'est pas la bonne. C'est génial, il arrive depuis comme un espion dans les films. Ça me fait hurler de rire. Mais là, on est quand même dans un truc qui est aussi une longue tradition de Star Trek où le contrôle de l'Enterprise est pris, ou du vaisseau est pris par des ennemis. Et tu as un groupe très restreint de 3, ça dépend, personnes qui fait de la résistance discrètement en se baladant dans les tubes de Jeffries. Il y en a plein des épisodes comme ça. Là, on est en plein dedans. C'est dommage, on le voit pas ramper. On le voit tranquille. Et donc, scène numéro 22.
Parmi toutes les choses Dans qui sont un... dans son contrat, je ne rampe pas. Je ne vends pas. Il a rampé dans Carpenter Street. Dans un coin tranquille, Archer scanne le garde et envoie les résultats à Phlox, qui trouve l'endroit où est cachée la bombe. Sur les corps des Trianons, n'ai-je pas noté. Scène numéro 23. Dans le bureau d'Archer, Jamat apprend la disparition de son garde. Alors qu'il se rend sur la passerelle pour donner l'ordre de le retrouver avec les scanners, le vaisseau baisse en tension et sort de distorsion. Alors que Jamat s'énerve, T'Pol lui dit qu'elle ne sait pas d'où vient la panne. Hein, Archer, elle est super ta remplaçante. Je sais que c'est surtout pour montrer à quel point Archer connaît son vaisseau et est bon dans ce qu'il fait, mais quand même. Mais attends, est-ce que T'Pol est pas en train de mentir? Les Vulcains ne mentent jamais. Oui, mais T'Pol, elle ment, elle a déjà menti. Alors, ils mentent quand ils disent qu'ils mentent jamais, les Vulcains. Mais c'est logique. C'est vrai. Mais il faut croire que 20% de ce que dit un Vulcain. Non, je pense que les deux se marchent, hein, mais on peut se poser la question de peut-être qu'elle Non, ment, et puis de toute façon, c'était vraiment plus pour la blague parce que Mayweather dit la même chose et Tucker dit la même chose. Donc, dans la salle des machines également, Trip Tucker. Travis. Il y a Travis dans cet épisode. Oui, qui a plusieurs trucs et d'ailleurs j'y reviens. Trip Tucker nie être à l'origine de cette panne. Un garde de Jamat dit avoir trouvé le lieu de la panne et paf, T'Pol, t'es à chier. Jamat ordonne à Yarrick d'y aller avec le garde. Je dis aussi du mal de T'Pol parce qu'on nous a demandé d'en dire du bien. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai reçu un message au début du truc en disant qu'on parlait pas assez en bien de T'Pol. C'est bien aussi de dire du mal de T'Pol de temps en temps. Un garde qui défend Trip en disant non, il a rien fait. Surtout parce qu'il défend sa propre position, parce que si effectivement Trip avait fait quelque chose sous sa surveillance, ben, ce serait de sa faute. Et il serait obligé de mourir. Donc il aurait peur de se faire télétransporter. C'est vrai. Scène numéro 24. Dans un couloir, Archer tend une embuscade et c'est une fin de tournage pour le garde qui se fait assommer par derrière. Archer pointe Yarrick et tente de convaincre Yarrick que Jamat est dans le faux. Pour cela, il joue d'abord sur l'aspect religieux, demandant si les créateurs voudraient vraiment autant de morts en leur nom. Puis sur le fait que la famille de Yarrick va probablement mourir durant cette guerre. Je pense que c'est là la scène dont tu parlais tout à l'heure, Sean, à propos de... Est-ce qu'on t'a élevé dans cette religion? Ouais, j'ai plusieurs points là. Est-ce qu'on t'a élevé dans cette religion-là? Non. Effectivement, on ne l'a pas enseigné. Donc là, je trouve quand même il y a une nuance qui est intéressante qu'ils ont mis en avant. Il y a du fanaticisme, puis il y a de l'exagération qui vient avec peut-être des expériences de vie ou des connaissances. Mais effectivement, à la base, j'imagine que leur religion, comme les religions sur notre planète à nous qui existent bel et bien, c'est des religions qui sont quand même assez dans la paix. Et qui veulent du bien. Donc, du coup, on t'enseigne pas pour tuer. Je trouve aussi qu'il y a un truc assez stupide, par contre, c'est que tout le point de vue du gars, c'est que quand les créateurs vont revenir, ils vont vouloir que tout le monde se prosterne devant eux, ou va savoir, ils vont tuer les gens qui sont pas avec eux. Pourquoi toi, tu te fatigues à aller tuer les gens avant? Fais juste vivre ta vie. Vis ta vie, crois ce que tu crois. Quand les créateurs arrivent, toi, tu auras la vie sauve. Et les autres, ils se feront buter. Pourquoi toi, tu t'en vas tuer les gens avant que les créateurs arrivent? À moins que tu essaies d'avoir des bons points de leur côté. Alors, souvent, dans les religions, il y a l'aspect va et converti. Ouais, mais là, lui, il essaie pas de convertir. Il essaie juste de buter le monde. En fait. Ils ont déjà essayé de convertir leur truc, ça n'a pas marché, donc là ils prennent une arme pour les tuer. Ouais, mais là, ils disent que s'ils en tuent suffisamment, les autres se convertiront. Peut-être, mais là d'après l'exemple qu'on nous donne... De tout leur cœur, avec amour et passion, ils se convertiront. Ils rencontrent des humains, à aucun moment ils essayent de les convertir. Il dit, j'ai prié pour toi, pas marché, on va te tuer. Genre, tu sais...
Alors que techniquement, le créateur ou les créateurs, quand ils reviennent, ils devraient le faire. Ça, ils devraient s'occuper de ça eux-mêmes, tout seul. Toi, tu pourrais juste vivre ta Ouais. vie, puis tu sais, suivre la... Mais bon, on va dire que c'est peut-être une A- a- question d'interprétation religieuse ici. Après, on peut se dire aussi que lui, il n'a pas des arguments très forts pour défendre ce point de vue-là, parce qu'il ne croit pas vraiment dans ce point de vue-là de base. Mm. Et qu'il répète peut-être un peu bêtement ce qu'on lui a dit. C'est très vrai. Et de toute façon, il y a un gros enjeu. D'ailleurs, on le voit dans le comportement du gros, c'est de l'autoritarisme en fait. Ouais. La religion est un outil utilisé par l'autoritarisme pour imposer son point de vue, quoi. Oui. Et donc, est-ce que c'est là qu'ils ont utilisé le... parce qu'il y a un moment où il parle de vérité, il dit truth. Non. Pas encore? Ok, c'est après ça. Alors, il y a eu au début, il y a eu une confrontation entre Archer et Jamat où Jamat dit la vérité et Archer dit votre vérité. Mais après, oui, non, on y revient un peu plus Non, tard. il y a un autre truc sur la vérité après, je pense. Ouais. Mais je trouve rigolo parce que Archer, il a quand même pris un petit risque argumentatif là en disant à Yanrick, est-ce que c'est comme ça que vous avez été élevé? Parce qu'il aurait pu répondre oui. Parce qu'en fait, Archer, il en a aucune fichue idée de comment fonctionne la religion. Il assume, c'est vrai qu'il assume, non. Et il espère, je pense. Après, il joue peut-être un qui tout double, hein, mais il aurait pu dire oui, c'est comme ça, oui. Massacrer les hérétiques. On va dire qu'il mise sur le fait qu'il a vu qu'il veut pas élever son enfant comme ça. Ouais. Oui. Je donne beaucoup de crédit à Archer, là, mais... C'est vrai que Thierry marque un point quand même. Il sait pas depuis combien de temps ils sont Pourquoi ils sont que 25. Depuis combien de temps ils sont là. Ouais. Ça se trouve... Ouais. Tu vois, il aurait demandé à un Space Marines de Warhammer 40 000, le Space Marines lui aurait répondu oui et puis il lui aurait tiré dessus, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les Space Marines, c'est pas la même chose. Quand t'es un hérétique, t'es vraiment un hérétique, tu meurs assez vite. Scène numéro 25. Sur le pont, un garde indique à Jamat que plus rien ne fonctionne et dans le même temps, Mayweather signale l'arrivée de plusieurs vaisseaux. 4. C'est beau comme image, ça. Ouais, très chouette. Et le design, d'ailleurs, est pas si mal, le design des vaisseaux trianons. Ils auraient pu faire un truc triangulaire ou... Bon, à 3 couleurs. Ouais. Surtout que c'est marron, marron clair. Tu sais, c'est des vaisseaux qui n'apparaissent que dans un seul épisode. En général, ils font pas énormément de recherches pour graphiques, stylistiques pour les produire. Contrairement aux vaisseaux, quand tu introduis une nouvelle espèce récurrente, où là, ils prennent beaucoup de temps à faire différents designs et à y réfléchir, etc. En général, là, ça va beaucoup plus vite. Donc, quand les designs sont réussis comme ça, c'est juste qu'ils ont été bien inspirés sur le moment, quoi. L'avantage qu'ils ont en ce moment avec Enterprise, dans ce qu'on regarde par rapport à TNG, etc., ils n'ont plus besoin de construire physiquement de petits modèles, quoi. Là, ils peuvent... là, tu zoomes, on verra rien, mais ils peuvent faire ça sur, c'est CG. Fait qu'ils font ça dans leur ordi, donc du coup, je pense que c'est plus facile d'essayer de développer des designs. Peut-être aussi qu'ils ont l'avantage d'avoir tout l'historique de ce qui a été créé ou testé, ou toutes les idées, des concepts d'avant, de toutes les anciennes séries Star Trek, ils peuvent puiser dedans. Oui. L'avantage de la 3D, surtout par rapport à un design physique, je pense que c'est plus facile de modifier le truc après coup. On verra ça en post-prod. Scène 26. De leur côté, Archer et Yarrick discutent des origines de la guerre des religions. La bande à Jamat pense que l'étendue delphique a été créée en 9 jours. Les autres pensent en 10. C'est un peu rigolo, mais je trouve que ça fonctionne pas. Manque de subtilité, comme tu disais, Sean. Archer parvient à faire ce qu'il voulait faire. Oui. Enfin, tu vois les guerres entre les protestants et les catholiques et tout ça. Il y a combien d'années par rapport à nous aujourd'hui? Oui, eux, c'est dans le futur. C'est pas la question. Une espèce qui a développé le voyage spatial à vitesse sublimique. Enfin, je
sais pas, enfin, Oui, là bah, pour le coup, disons que si tu pars de là, il serait pas du tout fanatique religieux et le fanatisme religieux n'existerait pas. si, mais Mais, pas mais pour ça, pas pour ce bah, point. Là, je pense que c'est vraiment pour la note humoristique qu'ils ont fait Oui, je ça. pense que c'est pour la blague. Je pense aussi que la manière diminutive dont il a dit ça, le 9 jours, 10 jours, ça c'est plus comme un athée qui ne supporte pas les religions Oui, va faire. voilà, Il va c'est dire, Manicoto qui parle. vous vous battez pour une journée illégale. Alors que si tu demandes à, effectivement, un catholique ou un protestant, ils vont pouvoir te sortir beaucoup plus de nuances sur leur conflit. Donc du coup, Hmm. venant d'un gars qui est là-dedans, qui est lui-même dans ce conflit-là, c'est un peu particulier. Tu sais, c'est réducteur comme manière de faire. oui, ça Ouais, par ça contre, je suis fonctionne. d'accord. Mais n'empêche qu'il y a quand même le truc il vénère le même Dieu. Il vénère les mêmes dieux, il croit globalement les mêmes choses, Hmm. et c'est des points de détail qui changent. Oui. Et voilà. Mais après, de Ben, toute façon, les guerres de religion, ça n'a jamais été. Enfin, je pense pas que ça a été vraiment pour des questions de croyance. Pour moi, non, c'est la toujours des plupart guerres du de temps, pouvoir, des guerres d'influence. C'est des trucs matériels, quoi. Archer parvient à faire ce qu'il voulait faire, je ne sais pas ce que c'était, mais indique à Yarick qu'il va devoir se rendre sur le pont pour transférer les commandes de systèmes environnementaux à l'infirmerie. Une fois cela fait, Phlox pourra libérer une toxine dans le vaisseau, neutralisant les bombes dans les fanatiques. Scène numéro 27. Sur le pont, Jamat entre en contact avec les 4 vaisseaux ennemis. Le ton monte très vite et Jamat ordonne à T'Pol de tirer. Elle refuse, un des jeunes gardes prend alors sa place. Ce qui, très étrangement, me rappelle un peu la colère de Khan. Ça m'a fait cette scène, ça a fait jboum là-dedans à ce moment-là, c'est tout. Coupure pub. Scène numéro 28. Piou piou, pam pam. L'Enterprise est aux prises avec des vaisseaux ennemis. Les vaisseaux ennemis, n'en pouvant plus de cette situation, T'Pol se jette sur le garde qui a pris sa place. Mais elle est très vite neutralisée et abattue. Ah bah non. On ne lui fait rien et elle est toujours libre de ses mouvements. Ça reprend. Piou piou, pam. Il ne reste que 2 vaisseaux sur 4. Va falloir se ressaisir, les gars. Vous n'êtes pas d'accord? Enfin, T'Pol, elle arrive, elle saute sur le mec. Le mec, il y a un garde. Pourquoi il la bat pas, quoi? Enfin, c'est des fanatiques religieux ou pas? Ouais, il y a un autre truc que j'ai trouvé bizarre dans cette scène, c'est pourquoi elle lui fait pas une. Elle sait bien faire des prises Vulcaine, T'Pol. Oui. Pourquoi elle lui fait pas une prise Vulcaine? Je comprends pas. En plus, elle est pile dans la bonne position pour lui faire. Là, je suis d'accord avec toi, là, par contre, pour le coup, la scène n'a pas trop de sens. Ouais. Ça, après, bon, ça dure 3 secondes, mais une fois de plus. Mais vous savez, je pense que c'est tellement beaucoup d'erreurs d'écriture. Je me demande si Manicoto, soit il a eu le temps, est-ce qu'il a eu le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a voulu dire? Parce que jusqu'à présent, Enterprise était super nuancé, super réfléchi, et là, ça foire tout du début à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu tout l'hiver pour l'écrire, cet épisode. Enfin, il y a un truc qui cloche. Et personne n'a regardé les bonus. Ils n'ont pas dit j'étais malade, j'avais la grippe. Non. Bon. Scène numéro. Tout l'hiver, il a oublié de l'écrire. Mais ouais, il a écrit à la dernière minute. Il y a un truc, il y a quelque chose qui a chié, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Scène numéro 29. Dans l'infirmerie, Phlox libère une chauve-souris de l'espace pour une scène comique. Archer libère Reed et l'arme. Il arme Reed. Ouais, parce qu'il ne libère pas une arme. Ça n'a pas de sens. Phlox, c'est un druide, en fait. Ouais, elle est trop chelou. Il invoque son compagnon animal et... Une chauve-souris de l'espace. Bon, en plus, je m'étais jamais fait la réflexion, mais je trouve que ça colle trop bien, en fait. Phlox, c'est un druide de l'espace. Il soigne les gens avec des plantes, avec des trucs de la nature et tout. C'est un druide de l'espace. Ouais. Ok. Scène numéro 30. Sur le pont, Yarick arrive et indique que les réparations sont en cours et que tout va bien. Les ennemis partent en retraite, mais Jamat veut les poursuivre. Moment de grande bravoure, Mayweather refuse. Sous la menace d'une arme, il regarde T'Pol qui d'un signe de tête, lui dit d'obéir. Il s'exécute et ne se fait pas exécuter. C'est pas mal, celle-là. Scène numéro 31.
Dans l'infirmerie, le garde a peur de la chauve-souris de l'espace et Phlox en profite pour lui administrer un somnifère. Phlox attrape alors son sérum et le branche au tuyau de l'Enterprise. Et je trouve cette scène très cool. Sur le pont, Yarrick fait ce qu'on attend de lui et active le truc de Phlox. J'ai trouvé ça très chouette de voir quelque chose de concret parce que souvent, tu sais, on les voit taper sur un ordinateur, on ne sait pas trop ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et bien là, il prend son tuyau, son bocal en verre et le branche, il ouvre un placard, il dévisse un truc, il le branche, il revisse. Enfin, il fait quelque chose de très concret et ça m'a plu. Mais je trouve que ça colle aussi avec la technologie moins avancée de Enterprise, quoi, du 22e siècle. Donc ouais, c'est plutôt cool. Ouais. Scène numéro 32. Dans la salle des moteurs, Archer et Reed entrent en confrontation avec les gardes. Je vous parie 20 balles que Reed ne touche personne et que Archer gagne. Ça n'a pas loupé, j'ai gagné mon pari. Un des gardes feint de se rendre, mais dégoupille son badge pour se suicider. Reed l'abat alors par derrière après avoir réalisé que ça ne fonctionnait plus. La tentative de suicide ne fonctionnait plus. Désolé. Les Lone débarquent et abattent un garde, mais c'est bien Archer qui met un terme à la confrontation. Reed part en expédition avec quelques Lone. Les siens se font abattre et bang! Un fanatique tire sur son arme. Nul autre que choix que bagarre! Baissez les sons des micros, attention! C'est parti! Reed balance son arme sur le fanatique et lui tire et lui saute dessus. Paf! Direct du droit dans la gueule! Le garde ne se laisse pas faire, mais Reed le saisit et le balance contre une paroi. T'en veux une autre? Bam! Il le balance à nouveau contre l'autre paroi. Cool! Une lune s'approche et prête à protéger son commandant. Le garde semble reprendre l'avantage. Oh mon Dieu! Un autre fanatique s'approche! Ça y est, le garde a repris l'avantage et cette fois c'est Reed qui se fait projeter contre la paroi. Alors que le fanatique s'approche pour aider son pote, la Lone, cachée dans un angle, le voit et double bagarre! Elle le désarme d'un seul coup, bam! Coup de pied dans le bas du ventre. Le fanatique la saisit et la jette contre une paroi. Il lui saute dessus. Les deux sont à terre. Oh, le pleutre! Il essaye de prendre son arme dans le holster. De l'autre côté, le garde soulève Reed du sol et le balance de l'autre côté de la pièce. Mais bien rapidement, Reed se met à genoux et crochet du droit en plein dans la mâchoire. Crochet du gauche, uppercut du droit, KO! Mais c'est pas fini. L'autre fanatique se relève, il a récupéré l'arme de la Lone et s'apprête à l'abattre. Mais c'est sans compter sur Reed qui assomme l'homme très courageusement par derrière. Oh! Dernier rebondissement, il s'agissait en fait de l'épouse de Yarrick. C'est terminé, tu peux remettre ton casque. Et c'est un truc, c'est fantastique. Il va falloir que je baisse le son parce que je vois les oscillations. Là, pour le coup, je me suis un peu trop lâché. Désolé, mais pas désolé. C'était cool. Elle était chouette, cette bagarre, non? Elles sont toujours plus chouettes quand tu les refais. Merci. Non, mais pour le coup, j'ai trouvé cool parce que déjà, il n'y avait pas Archer. Hein, parce que j'en ai marre. Quelqu'un peut nous faire un montage. Excuse-moi. Quelqu'un peut nous faire un montage de cette scène avec ta description par-dessus. Le problème, c'est que je parle plus longtemps que ce qui se passe réellement. Parce que la bagarre, elle dure 23 secondes. Et bon, bref. Il faut la passer au ralenti. Ouais. Au moins, juste les bams. Bam! Ouais, du coup, je disais, non, mais moi, j'en ai marre de voir Archer tout le temps dominer, tout le temps. C'est super chiant. Dès qu'il a une arme, tu sais que les ennemis n'ont aucune chance. Et du coup, ça me faisait plaisir parce que cette nana, ça fait 2 ou 3 fois qu'on la voit se battre et à chaque fois, elle est en difficulté et puis elle gagne. Bon, là, pour le coup, elle a perdu, mais coup de bol. Et Reed, j'aime bien parce que c'est celui qui est censé être le bagarreur de l'équipage et on ne le voit jamais se battre. Donc, moi, ça m'a fait plaisir. Scène numéro 33. Sur le pont, les ennemis des fanatiques envoient un message. Ils se rendent. Jamat s'en moque et ordonne le feu. Mais les armes ne répondent plus. Archer appelle le pont. Il indique que le contrôle du vaisseau a été transféré en ingénierie. Également, les explosifs dans les corps des fanatiques ne fonctionnent plus. Ceci étant dit, les ennemis des fanatiques reviennent à l'attaque. Pourquoi? On ne sait pas. Alors que Jamat hurle à Archer de remettre les commandes en marche, une équipe de Lone, menée par Reed,
Reed, débarque et reprend le contrôle dans quelques échanges musclés. Les scènes de bagarre et d'échanges de feu sont vraiment cool, je trouve. Ah mince, il y avait des captures d'écran. Oui, j'ai mis le lancer de fusil. Ouais, il J'ai lui trouvé ça balance son trop fusil cool. en pleine tronche, c'est génial. Mais écoute, elle marche plus. Ouais, Autant voilà, l'utiliser c'est à ça. l'ancienne. C'est une arme à projectile. T'as lu L'Enfeuse de Troie, Thierry? Oui, quand il balance les arbalètes, là. J'adorais cette scène. Donc pour ceux qui Donc, connaissent pas, c'est une BD d'aventure. Il y a un troll qui s'appelle Ebus, c'est le troll Ebus. Haha. Et il se retrouve dans une situation où ils Attends, sont quoi, c'est un jeu de mots? en combat aérien. Bah oui. Tous les noms des trolls, c'est des jeux de mots. Les trolls et bus. Et en fait, ils ont Attends, non. Attends, j'ai pas compris en quoi c'était un jeu de mots. Tu connais pas le trolleybus? Non. Tu sais, c'est les... Comment ça s'appelle? Je cherche un synonyme. C'est un moyen de transport en commun. D'accord. Les bus. Ok, c'est rigolo. Et donc il y a des... Bref, il y a des arbalètes, il y a des ennemis à distance qui les canardent. Et du coup, il prend les arbalètes et il sait pas ce que c'est un troll. Donc, au lieu de tirer avec les arbalètes, il prend les arbalètes et il les jette à la tronche des ennemis. Et le pire, c'est que ça marche. Parce que c'est comme il a beaucoup de force et qu'il vise bien, bah voilà. C'est bien, j'apprends des trucs 15 ans plus tard, même presque 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, ouais. Bon, bref. Scène numéro 34. Ok, la passerelle est sécurisée, mais reste à arrêter les attaques. Archer appelle les autres vaisseaux et leur indique avoir repris le contrôle. En gage de bonne foi, il arrête ses propres armes. Le commandant des vaisseaux est satisfait et ils s'en vont. Quoi? Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? Bah, parce qu'ils ont leurs ennemis ont été ne gérés. Justifie pas tout, Thierry, ne justifie pas tout. Bah si, ils ont tort. Pourquoi? Ils ont des hérétiques à leur disposition. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? Oui, mais peut-être que eux, ils sont pas aussi autant des fous meurtriers que mais c'est pas des fous meurtriers. Ils ont des mecs qui sont extrêmement dangereux à portée de main. Et pourquoi est-ce qu'ils les demandent pas à ce qu'ils leur soient remis comme prisonniers? Enfin, c'est pas normal. Toi, je débarque chez toi, j'essaye de te tuer, et là il y a ton voisin qui me fait une clé de bras et qui me bloque. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Non. Bah, je suis chez moi, je peux pas partir. Bon, c'était un mauvais exemple. Mais non, ça marche pas. Scène numéro 35. En prison, Jamat est en train de méditer alors qu'Archer vient le voir pour lui indiquer être en approche de Trianon. J'ai encore faim. Jamat le menace, lui disant qu'il s'en est pris à quelque chose de sacré. La seule chose qui compte, c'est la vérité sacrée. Archer sourit et lui dit « Tu veux la voir, la vérité ?» C'est ça dont tu voulais parler, Sean? Oui. La vérité sacrée? Ouais. Ils disent pas vérité sacrée, ils disent qu'il y a uniquement la vérité qui compte, puis ils disent quelque chose du style il faut suivre la vérité que... Non, c'est Archer qui dit quelque chose du style il ne faut pas suivre la vérité que nos meneurs nous disent ou quelque chose du style. Faudrait que j'aille chercher le dialogue. Ça, c'était peut-être plus tôt, en fait. Ok, peut-être. Parce que là, il me semble que c'est vraiment des coups de vérité. Ah ouais, vérité. Ok. En tout cas, dans l'épisode, il y a un moment où Archer dit que suivre une vérité qui a été établie par l'un de nos chefs, comme genre, sans y réfléchir à deux fois, c'est pas la chose qu'il faut faire. Et je trouve que ça s'applique autant au fanatisme religieux que la contre-attaque américaine lancée contre le 11 septembre, effectivement. Ils ont suivi la vérité qu'a dit leur président. Il n'y a pas de vérité là. Puis si tu le suis aveuglement, ça apporte juste encore de la guerre. Et donc, du coup, c'est pas la meilleure chose à faire. Et je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Je sais. Il y a une ironie dans la manière dont ils l'ont dit, mais je sais pas si cet épisode est assez méta ou assez self-aware
Mais c'est ça le problème, c'est que depuis le début, on n'arrête pas de dire Que la série l'est, mais cet épisode-là, il me paraît vraiment confus. ouais, il y a un gros souci. Bah, tu vois, je sais pas, parce que tu vois, Rémi parlait tout à l'heure de la phrase de Bush qui est Ouais. reprise. Hmm. Ouais. Hmm. Je pense qu'il y a quand même un truc. Hein. C'est Mais possible. Mais le problème, c'est que tout le reste, Hmm. tu sais, ça suffit pas en fait. Il y a un problème d'écriture. Donc oui, donc mon reproche, si ce serait peut-être moins grave comme comme reproche, mais si mon reproche n'est pas que l'épisode est mal écrit ou qu'il est pas assez... Bon, on va dire que mon reproche, ce serait que l'épisode n'est pas assez clair Ouais. sur ça. Le fait que je suis en doute, alors que jusqu'à maintenant, dans le reste de la saison, j'avais pas de doute. Très clairement, on faisait des commentaires autant sur le terrorisme en soi et la réponse au terrorisme. Tu sais, Ouais. on reprochait un peu tous les côtés. Là, je suis un peu plus flou dans cet épisode-là. Ouais, tout à fait. Hmm. Ouais. Oui, on peut Ça- dire qu'il nuance. Pardon. Il nuance de manière trop nuancée. Waouh. Surnuance. Il est dilué dans sa nuance. Scène numéro 36, qui est également la dernière scène de l'épisode. Superbe image de l'Enterprise en orbite autour de la planète et duquel deux navettes se détachent. C'est vraiment joli, je trouve. Une fois posé sur la planète, le groupe de Jamat sort de la navette et découvre une planète désolée. 8 mois plus tôt, la guerre a fait son œuvre sur la planète. Plus aucune ville majeure n'existe. Tout est dévasté. Voilà la paix. Et c'est ainsi que se termine l'épisode. Ce n'est pas mauvais comme fin d'épisode, ne serait-ce qu'elle a déjà été faite dans TOS. On a déjà littéralement cet épisode-là, avec la même fin. C'est Let That Be Your Last Battlefield, c'est à celui-là Oui. que tu penses? Les hommes blancs-noirs et les hommes noirs-blancs se battent depuis tellement longtemps dans l'espace que quand ils reviennent à la maison, plus personne n'est là, il n'y a même plus de gris. C'est Oui. pas mauvais comme fin d'épisode, c'est juste qu'on l'a déjà vu. Oui, mais parce bon. que là, c'est pas leur planète à eux, c'est ça la différence. Mais oui, oui. Mais tout l'épisode, en fait, hein, Bah oui, c'est c'est leur plus ou planète moins à un eux. remake de ça, dans le sens où. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que leur point de dispute est aussi absurde. Parce que c'était aussi l'enjeu de la ZB Battlefield, quoi. Ils étaient représentés que par deux personnes dans TOS, alors que là, c'est un groupe contre un autre groupe qu'on ne voit pas ou très peu. Mais l'idée, c'était ça. T'as deux peuples, deux factions d'un même peuple qui s'entretuent pour une raison qui doit paraître absurde aux spectateurs. Donc soit ils sont du noir à gauche, machin, soit c'est 9 jours au lieu de 10 jours. Et qui, à la fin, s'aperçoivent que en fait, ça mène à la destruction, leur truc, quoi. Dans TOS. Ce qui me fait revenir sur mon... Pardon, vas-y, Sean. Dans TOS, ils sont deux. Et quand on arrive sur la planète, il n'y a plus personne. La planète est dévastée au complet. Donc il reste deux individus. C'est la fin de la race. L'espèce s'arrête là. Là, non. Là, il y a des millions qui sont morts. Il n'y a plus de grandes villes. Il y a encore des gens en vie sur cette planète-là. Il y a encore des gens en vie. Et cette espèce de fou-là, là, il est encore là, lui. Donc du coup, le conflit n'est pas résolu. Ça va juste continuer. Dans Contre, j'ai 8 un mois, gros 12 doute. mois, ça J'ai va un gros reprendre. doute. Parce que, est-ce que c'est leur planète à eux, ou est-ce que c'est une autre planète que l'Enterprise a croisée et qui disent on va vous montrer à quoi ça ressemble. Ils ont fait pareil que vous, et voilà comment ça s'est Non, terminé. non, ils sont revenus chez eux. Moi, j'ai compris comme c'était la maison Trianon. Hein. Oh, Donc, ils c'était sont- la ils sont Non, revenus bah chez c'est eux. moi qui House rêve. of Trianon. C'est moi qui rêve alors. Ok. Planète Trianon. Non, non, ils sont Euh, revenus chez eux. Mais moi, d'après ce que j'avais compris, ils sont revenus chez eux. Voici ce qui se passe. On va dire la bonne nouvelle, c'est que l'espèce n'est pas anéantie au complet. Il y a encore sûrement des petits campements où il y a des gens. Bah, il y a les Mais- vaisseaux qui sont repartis aussi. Et Si vous l'épisode pensez avait- vraiment que... Si l'épisode avait fait que c'est plus lui qui mène, c'est l'autre, le père, peut-être pas père, on sait pas là. Si c'était lui qui menait, peut-être qu'on aurait pu
avoir Ah, Yarrick, ok. on aurait pu Hmm. avoir un côté positif où, bon, bah écoute, la religion va continuer, la culture va continuer, mais avec une empathie pour autrui, alors que là, ça va continuer, mais avec ce gars-là à la tête, marche pas, quoi. Ça va, Mais est-ce que tu es sûr? Parce que, enfin, Je pense qu'on n'en on ne sait sait rien. pas. Déjà, premièrement, quand il sort de la navette, il est extrêmement choqué. Oui, peut-être que Et en ça lui a plus, changé complètement il sa n'est pas libre perspective. là. Enfin, moi, il m'est pas présenté comme libre. C'est juste là, Archer qui lui met, tiens, contemple. Mais pour moi, c'est pas un homme libre, hein. Il est prisonnier de quelque chose, hein. Enfin, ils vont pas juste le balancer comme ça sur sa planète après ce qu'il a fait. Il doit être puni Je pour ce qu'il a fait. comprends, mais tu sais, il y a encore des gens de nos jours qui suivent Charles Manson. C'est vrai? Oui, What? Ok. tu sais, puis ce gars-là, c'est ni un chef religieux, ni rien du tout. C'est juste un taré. Il est en prison depuis, il va savoir combien d'années. Ok. Il y a des fous aux États-Unis qui se disent des vampires et ils faisaient des espèces de, tu sais, des vas-y que je te bois ton sang dans des cimetières. Ils se sont fait mettre en prison. Ils ont encore des fanatiques qui les suivent et qui attendent leur sortie et qui leur envoient du courrier. Tu sais, Ok. mettre un gars comme ça en prison, pour moi, c'est pas vraiment une solution. Tu sais. Ok. Après, la fin est ouverte, on ne sait pas La fin comment est lui va ouverte. On évoluer, sait comment pas. les autres vont évoluer. Elle est Donc, plutôt toute on peut grise. pas, voilà. Elle n'est pas toute verte, parce que là, tout est détruit. J'ai noté un épisode qui semble plus nuancé qu'il n'y paraît pour nous qui l'analysons, mais en réalité, quand tu le regardes simplement un soir, c'est au contraire très peu nuancé. Je devais être fatigué quand j'ai fait cette phrase, mais en gros, voilà, nous, on hésite, on se dit, En bon, gros, il doit y t'as avoir quelque chose. anticipé qu'on allait montrer la nuance de l'épisode, et du coup, t'as dit non, non, mais tout ce qu'on a dit, Bah c'est de parce la que merde, mais je en l'ai fait, noté il est aussi, pas mais en nuancé du fait, tout. mais l'astuce, c'est que là, nous, on le regarde. Mais imagine, il est 17h, tu rentres du lycée, t'allumes ta télé et tu te cales devant Enterprise. Est-ce que tu notes la nuance de cet épisode? Je doute fortement. Par contre, j'ai pris une note que je trouve assez intéressante depuis le forum de la communauté francophone de Star Trek. Une personne a dit: en outre, cet épisode introduit un concept fascinant de sacraliser, entre guillemets, la science et le progrès technique. L'étendue delphique en est d'autant plus riche. Souvent, la religion a un aspect naturaliste. Et là, pour le coup, on déifie les créateurs des sphères, alors que les sphères, c'est clairement de la technologie. Tu vois, il y avait ce côté intéressant. Parce que jusqu'à présent, même dans Deep Space Nine, par exemple, le vortex, tu vois, c'est naturel, quoi. C'est un événement naturel. Et j'ai trouvé cette phrase assez cool, et c'est vrai. Pour le coup, je trouve ça intéressant qu'il y ait des personnes qui vénèrent les créateurs des sphères. C'est peut-être pas la première fois qu'on le voit, hein, dans Star Trek, probablement pas d'ailleurs, même, mais bon, c'était notable. Ah ouais, je suis d'accord. Hmm. Et ça Ouais. nous permet de finir sur une note un peu plus positive. Voilà. D'autres choses à dire sur cet épisode? On a fait presque 2 heures, hein. Bah, J'y crois pas. ça touchait à des sujets. Complexe. Ben ouais, c'est ça. Donc forcément, C'était compliqué. Voilà. Ouais. Bon, Et ok, je vous ai Non, rincé, il n'y a non, rien à dire. non, je vais quand même dire quelque chose. Oui. Quand il s'agit de sujets complexes, donc là on parlait de religion et puis de fanatisme religieux, pardon. On peut parler de toutes sortes d'autres sujets tout aussi complexes dans Star Trek. Des fois ça réussit, des fois ça réussit pas. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter de le faire. Bien au contraire, il faut continuer à faire des épisodes. Des fois, effectivement, bon, ça va échouer. Des fois, ça va échouer pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Mais je trouve que c'est quand même important d'avoir ce genre de conversation-là. Et c'est important pour la série et surtout pour une IP comme Star Trek de continuer à pousser ce genre de conversation. Ouais. Parce que c'est grâce à ça que Star Trek a autant on va dire, d'influence et d'impact. Et je trouve aussi que c'est grâce à ce genre de conversation-là qu'on peut faire avancer qui on est et les prochaines générations. Puis effectivement, des fois, tu fais des épisodes qui sont très bien, des fois tu fais des épisodes qui sont pourris,
mais tu peux quand même les regarder puis en tirer quelque chose. Ne serait-ce que, hey, ben avant on pensait comme ça, puis maintenant on pense plus comme ça, On vit dans une société. effectivement, qui évolue en permanence. Donc oui. Est-ce que je peux quand même faire du populisme en disant ouais, ben, de toute façon c'est bien beau, mais moi j'en ai ras le cul, je veux des Xindi et je veux la bagarre. Je suis pas là pour regarder des Péloy qui sont une guerre sainte depuis 1000 ans. Et ouais. Non mais c'est vrai, ça me saoule quand même. Ça fait 5 ou 6 épisodes qu'on n'a pas les Xindi, quoi, qu'on n'a pas d'histoire, qu'il se passe rien, que ça avance pas, qu'on a un tout petit truc à grippe, et puis en fait, ben voilà, il y a un connard qui arrive et qui efface toute l'histoire, tout l'historique. C'est Et chiant. ben justement, je vais Non encore mais t'énerver je parce fais que du je vais encore populisme, là défendre c'est le fait truc. exprès. Vas-y Thierry. Et justement, je trouve ça intéressant aussi dans le sens que ça montre qu'ils galèrent à atteindre leur objectif, quoi. Ça tombe pas tout cuit. Ouais. Ils ont des setbacks, ils ont des trucs. Et l'événement anecdotique, tu sais, genre tu dis, il y a toujours un tout petit truc qui, genre, mais c'est rien. Genre comme là, quand il fait reculer l'intrigue en effaçant la base de données. C'est pas un truc qui va rester isolé, ça va servir dans la suite. Là, ça fait comme 7 épisodes que Trip, il a même pas parlé de sa sœur. Fait que, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ma sœur est morte. Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on peut en terminer. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très cool. Je m'attendais vraiment pas à faire aussi long et je m'attendais vraiment pas à ce que nous soyons légèrement nuancés dans notre propos. Donc merci encore une fois pour cette aventure à tous les deux. À bientôt Thierry, bonne soirée. À bientôt, bonne soirée. À bientôt Sean, bonne soirée. Bonne soirée. Longue vie et prosopopée, soyez bénis. Ah merde, je t'ai coupé Thierry. Non, bah Vas-y, débrouillez-vous recommence. maintenant. Il n'y a plus envie. Je boude. Non, bon, tant pis. Allez, fin de transmission, fin de computer and programme, voilà. On fait une dernière vignette pour la route, tu sais.